Il y a 7 ans, j'ai commencé un voyage à travers le monde avec mon équipe de WSBI. Notre but était d'aider nos 12 membres en Afrique, en Asie et en Amérique latine à doubler le nombre de comptes d'épargne pour les plus pauvres. En chemin, nous avons appris beaucoup. Bon, dites-moi tout ça alors. Les banques participant au programme de WSBI se trouvaient dans des situations très différentes en ce qui concerne le niveau de pauvreté et les clients potentiels non bancarisés. Mais il y avait aussi de nombreux points communs. Notre première conclusion était que le principal marché potentiel parmi les gens non bancarisés sont les pauvres et les presque pauvres. Et que voulez-vous dire par pauvre, presque pauvre et marché potentiel ? Eh bien, en étudiant les marchés où nous travaillions, nous avions remarqué que, par exemple en Tanzanie, les pauvres et les presque pauvres représentaient 60% de la population, tandis qu'au Maroc, seulement 20% de la population correspond à ce segment. Je vois. Donc en Tanzanie, les personnes pauvres non bancarisées constituent le segment de marché principal, alors qu'au Maroc, le segment principal serait constitué des personnes non bancarisées moyennement pauvres. Exactement. Mais c'est tout ? Qui sont les personnes non bancarisées au juste ? Nous avons appris qu'au Burkina Faso, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, ce sont surtout les chefs de ménage et les jeunes vivant dans ces mêmes ménages qui n'ont pas de compte en banque. Et qu'en est-il des pays moins pauvres comme le Salvador, l'Indonésie et l'Afrique du Sud ? Dans ces pays, il y a moins de chefs de ménage non bancarisés, mais le nombre de jeunes non bancarisés vivant dans ces ménages est tout aussi élevé, voire plus. Ah bon ? Nous pouvons donc en déduire que ces circonstances différentes demandent des approches très différentes et aussi que les jeunes méritent une attention particulière car ils sont très nombreux. En étudiant davantage les pays concernés par le projet, nous avons constaté que les caractéristiques de la population et son pouvoir d'achat déterminent combien les gens peuvent dépenser pour des services financiers. Et les différences se trouvent non seulement entre les pays, mais aussi entre zones rurales et urbaines. Dans les pays pauvres tels que l'Ouganda ou la Tanzanie, être pauvre signifie vivre avec environ 75 cents par jour, tandis que dans des pays moins pauvres, cela signifie avoir 2 à 3 dollars par jour. Mais qu'est-ce que cela peut nous dire sur le prix d'un produit d'épargne ? Très bonne question. Je vous donne un exemple. Prenez James. Il vit en Tanzanie rurale et il peut dépenser environ 1,25 $ par jour. Le montant qu'il peut consacrer à des prestataires de services financiers, y compris toutes ses activités d'épargne, les remboursements de crédit et l'envoi d'argent à son oncle, est limité à 25 $ par mois. James dépense environ 4% de ceci, c'est-à-dire 1 $, en commission sur les transactions et les retraits, en consultation de solde, etc. C'est presque l'équivalent de ce qu'il peut dépenser par jour. Je vois. Mais alors comment peut-on fixer le prix pour l'ensemble des opérations qui sont à la portée d'une personne comme James ? Ça, c'est notre deuxième conclusion. Nous avons nommé le montant maximal disponible l'enveloppe d'abordabilité. Et le vrai défi est de couvrir le coût d'environ 5 transactions par mois avec cette enveloppe. Cette enveloppe est plus grande dans les pays moins pauvres, mais le défi est identique. Dans le cas de James, il peut se permettre de dépenser 1 $ par mois en transactions financières. Mais il ne faut pas oublier que pour de nombreuses personnes de notre groupe cible, ce montant sert également à payer d'autres fournisseurs, tels que des opérateurs de réseau mobile et des services informels. Après tout, les plus pauvres combinent tous ces services. En réalité, nous devons plutôt penser en termes d'environ 60 cents. Oh là là. Et nous alors ? Il faut que nous puissions couvrir les coûts de notre réseau de distribution. Comment pouvons-nous adapter nos ressources au potentiel du marché ? Pour cela, nous devons définir le nombre de clients et de zones de chalandise nécessaires pour que les différents canaux de distribution soient durables. Les agences bancaires et les camionnettes requièrent environ 9 000 clients dans une zone d'environ 50 000 à 100 000 personnes, selon la concurrence existante. Un kiosque avec un seul employé viable dans de plus petites villes d'environ 10 000 personnes pour 2 000 clients. Les systèmes d'agents indépendants sont viables dans des centres ruraux avec des populations de 5 000 personnes et 700 clients. Ce qui nous emmène à un autre défi. Comment étendre nos canaux de distribution aux communautés rurales ? Voilà ma troisième conclusion. Sans établir des partenariats avec des opérateurs de réseau mobile, il sera très difficile d'atteindre les communautés rurales où vivent la plupart des gens. Prenons l'exemple de l'Afrique de l'Est. Nous avons fait des analyses géospatiales des villes, villages,
et autres communautés, ce qui nous a permis de voir comment les gens se regroupent et surtout de voir combien d'endroits ont le type de population nécessaire pour offrir un service durable. Nous étions vraiment surpris de constater que la densité de population est très en dessous du niveau souhaitable de 5000 personnes habitant dans un rayon de 2 km pour un agent indépendant. Donc vous dites que dans les pays où la population rurale est dispersée, il est impossible d'atteindre de façon durable les gens pauvres en milieu rural avec des kiosques. Pas vraiment, non. Au Kenya, on constate qu'il y a seulement 1000 agglomérations permettant de gérer durablement un réseau d'agents indépendants. Cela ne représente qu'environ la moitié de la population totale du Kenya. En Tanzanie, la situation est bien plus difficile. Ici, ce nombre est de 200-300 endroits, ce qui représente un quart de la population totale. Nous avons constaté que certaines régions rurales du Vietnam et d'Indonésie sont très semblables. Par contre, les paiements par téléphone portable nous rendent la vie plus facile parce qu'ils permettent de raccourcir les distances que les gens sont prêts à parcourir pour retirer ou déposer de l'argent. Donc, qu'est-ce que tout cela signifie pour les banques ? Cela signifie que la seule façon d'atteindre plus d'un quart des gens non bancarisés qui vivent dans des zones très rurales est de payer les opérateurs de réseau mobile pour percevoir des dépôts à notre place et de ne pas charger le client pour ses opérations d'épargne. Dans les zones périurbaines, 60 cents par mois couvrent les coûts de l'informatique, plus 5 minutes de travail d'un employé, ce qui correspond exactement au montant que les gens dans les pays les plus pauvres peuvent dépenser en charges bancaires, comme nous l'avons dit précédemment. Ce devrait suffire pour 2 à 3 opérations au guichet par mois. Mais qu'est-ce que la banque peut faire pour augmenter le nombre de transactions afin de rendre cette idée viable d'un point de vue économique ? Eh bien, dans certains pays, nous avons constaté qu'en prenant des risques calculés à un prix très bas, on peut générer un grand volume de transactions. Cela s'explique parce que la courbe de la demande des gens au bas de la pyramide est très élastique, presque horizontale. En d'autres termes, ils veulent vraiment le service, mais seulement à un prix très bas. Mais cela ne change pas le fait que nous avons des coûts de production. Nous ne pouvons pas les éviter et nous devons nous poser quelques questions fondamentales. Que pouvons-nous faire de notre réseau existant ? Quelle est l'utilité des réseaux de correspondants ? Et quel est le rôle des opérateurs de réseaux de télécommunications dans les canaux de distribution de la banque ? J'imagine qu'il faut avoir une clientèle active de, disons, 1 million de clients, voire plus, pour que la solution soit durable. Tout à fait. C'est bien ce que nous pensons. Des prix plus bas, de nouvelles technologies et une approche orientée client peuvent nous aider à surmonter l'inactivité. C'est un sujet très délicat dans tous les secteurs bancaires des pays à revenus faibles et moyens. Est-il possible d'augmenter le niveau d'activité dans les points de vente en abaissant le prix des transactions ? Oui, en effet. Certaines banques sont devenues si inactives qu'elles nous offrent une opportunité excellente, parce qu'un guichet sous-utilisé dans une agence bancaire est intenable en termes de coûts. Cependant, les points de vente avec un seul employé qui effectue une opération toutes les 2 minutes peuvent coûter autant que les agents indépendants. Mais si nous payons environ 10-15 cents à un opérateur de réseau mobile pour des services de dépôt et de retrait d'argent, ce serait encore moins cher. Donc, si j'ai bien compris, tout cela veut dire que si l'on investit dans le numérique et que l'on établit des partenariats avec des opérateurs de réseau mobile, nous pourrions abaisser les coûts des services de dépôt et retrait d'argent dans les zones rurales. Et dans les zones urbaines, nous pouvons mettre en place des services de dépôt et retrait d'argent à coût réduit en améliorant la capacité de nos réseaux d'agences bancaires et des agents indépendants. Cela dépend du nombre de clients actifs. Oui, c'est en effet notre dernière conclusion. Mais est-ce qu'une simple baisse des prix serait suffisante pour rendre les clients plus actifs ? Je pense que les mots-clés sont orientation client. Vous vous rappelez quand nous avons commencé à nous rendre compte des besoins des plus pauvres et que nous avons créé nos catégories de besoins ? Bien sûr, je m'en souviens. Ces catégories nous ont aidés à comprendre que le premier besoin des plus pauvres est d'effectuer des paiements et que l'épargne vient après. Un autre aspect de l'orientation client est d'aller au bout des préférences des clients par le biais de l'analyse de données. Les données des transactions des clients fournissent des indications précieuses à propos de leur comportement financier et cela peut nous aider à concevoir des messages adaptés aux différents segments de notre clientèle. J'entends bien que la technologie peut nous aider à mieux comprendre nos clients, mais dans un monde plus numérique avec peu de contact physique avec nos clients, comment pouvons-nous comprendre ce qui les motive ? Ah, ce n'est pas aussi difficile.
Au Kenya, nous avons constitué des groupes d'études qui ont montré que les jeunes en particulier sont très créatifs pour trouver de nouvelles solutions. L'étude du comportement financier nous a également permis de comprendre comment les gens gèrent leur argent. Nous avons appris que l'argent liquide reste souvent dans les villages. Et c'est ainsi que vous avez identifié l'énorme potentiel des groupements villageois pour apporter des services bancaires aux zones rurales éloignées et pour offrir un lieu sûr pour épargner aux millions de membres de ces groupements. Oui, parfaitement. Nous avons même commencé à employer la technologie Bluetooth pour abaisser davantage les frais pour les habitants des villages reculés. Offrir des services bancaires abordables aux gens au bas de la pyramide dans des zones reculées, c'est la clé du succès. D'accord. Donc, de mon point de vue, les défis qui se posent pour nous tous sont, tout d'abord, nous devons mieux comprendre qui sont les personnes non bancarisées, quels sont leurs besoins financiers et combien ils peuvent dépenser pour les satisfaire. Ensuite, nous devons estimer ce que les gens peuvent dépenser pour des services financiers et déterminer comment maximiser les services offerts. Après, nous devons déterminer quels services nous pouvons offrir et établir des partenariats avec d'autres fournisseurs qui peuvent offrir certains services à un prix moins élevé. Donc finalement, nous devons mettre en place des modèles commerciaux performants qui incitent les clients à réaliser des opérations au lieu de se limiter à ouvrir des comptes qui restent inactifs par la suite. Vous avez tout compris. La micro-épargne est plus facile à dire qu'à faire. Nous avons franchi beaucoup d'obstacles au cours de ces 7 dernières années et il n'y a aucun doute qu'il en reste beaucoup d'autres à venir.